pouvoir démarrer. Alors moi, je vais donc faire la présentation, je vais donc introduire ce webinaire. Écoutez, en tout cas, je suis vraiment très, très content de vous accueillir tous. Bienvenue, bienvenue à ce webinaire donc, sur les crédits immobiliers pour frontaliers ou pour les personnes qui veulent acheter un bien immobilier en France, hein, parce que c'est vrai que c'était indiqué pour les frontaliers, mais ça marche aussi pour les résidents en Suisse, bien évidemment. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi deux experts, deux spécialistes, deux personnes qui maîtrisent à mort les crédits immobiliers, donc à savoir Sophie Montessuie et David Bonjour. Després. Bonjour, Bienvenue enchanté. à tous les deux. Bienvenue à tous les deux. Je travaille avec Sophie et David depuis tellement longtemps que je ne saurais même pas vous dire. Ça fait en tout cas. Ça fait une petite paire d'années. Ouais, ça fait en tout cas, on s'est connus il y a au moins plus de 10 ans. C'est ça, exactement ça, ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Et ils n'ont pas changé, ils se sont juste améliorés avec l'âge comme le vin. Et aujourd'hui, ils sont carrément excellents. Donc, ils ont en fait une capacité, c'est de transformer en fait votre projet en réalité, en forçant quasiment la banque en fait à vous accorder un prêt. J'exagère évidemment, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, blague à part, David et Sophie, merci en tout cas d'être là. Merci on va faire en fait une séance un peu particulière parce que c'est une séance où on va vous poser des questions, d'accord. On a quelques questions à vous poser. Vous allez y répondre en live, en direct. Donc le jeu, c'est effectivement de poser les questions dans la zone discutée que vous avez là en bas de l'écran. C'est moi qui fais le filtre, c'est-à-dire que quand il y a les questions, c'est moi qui vais les donner. Donc je fais ce qu'on appelle la modération. Et puis voilà, je crois qu'on peut démarrer. On peut démarrer comme ça. Tout à fait. Alors. Est-ce que, peut-être pour démarrer, pour un sujet, on va dire, une question un peu simple, et puis pour nous mettre un peu dans le bain, est-ce que vous pouvez nous décrire les grands types, en fait, de prêts immobiliers qu'on peut rencontrer, Voilà, question assez générale, et puis comme ça, après, ça permet de rentrer dans le vif du sujet avec plein de questions super pénibles. Vas-y, David, je te laisse. C'est à moi l'honneur. Vas-y, commence. C'est à moi l'honneur. Les prêts immobiliers, alors bien évidemment, on va parler spécifiquement de la région, d'accord, région frontalière. On va parler de tout ce qui est bassin lémanique, Haute-Savoie 1, d'accord. Il y a deux grands types de crédits, bien évidemment. Vous avez les crédits en euros, qui peut se faire pour toute personne, et puis vous avez les crédits qui sont en francs suisses, d'accord. Aujourd'hui, alors on va pas rentrer dans la technicité, mais on reste plutôt sur des crédits, ce qu'on appelle amortissables. Voilà, on est sur des crédits qui sont amortissables classiques, sur une durée maximum qui va aller de 25 ans aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on ira plus sur des périodes plus longues, comme on pouvait le faire à une époque. Voilà. Après, les crédits vont être adaptés, bien évidemment, si vous achetez de l'existant, si vous achetez sur plan. Une dernière chose. Oui. Choisir un autre compte. Donc là, il faut utiliser un autre compte. On a monsieur Vincent Marquet qui... fy.marquet @yahoo.fr. Voilà, je l'ai mis en mute, pardon, c'est bon. Désolé. Ok, super, voilà, pas de souci. Et je disais donc que les prêts vont s'adapter en fonction de l'acquisition que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire une acquisition de l'existant? Est-ce que vous allez acheter sur plan? Est-ce que vous allez faire terrain construction? Et auquel cas, les prêts s'adaptent. Est-ce qu'on met des franchises, pas de franchises? Voilà, donc on est un petit peu sur cette généralité-là actuellement. Ok. On ne rentre pas dans le détail de tout ce qui est prêt in fine qu'on peut faire sur du locatif ou autre. On reste sur cette généralité-là de prêt amortissable. C'est le cas qu'on va le plus rencontrer dans les financements. Voilà. Après, il peut y avoir des choses un peu plus spécifiques, mais c'est plus rare. Merci pour cette introduction qui nous met dans le bain des prêts immobiliers. Alors, première question d'Alban. Bonjour, est-il possible d'être résident suisse et de faire de l'investissement locatif? Surtout, quelles sont les conditions pour y arriver? Voilà, allez. La grande question. C'est une très bonne question. Je sais pas, tu veux répondre, Sophie? Non, vas-y, ça c'est ton truc. J'y vais? Ok, ça marche. Alors, c'est extrêmement intéressant comme question puisqu'on a de plus en plus de demandes aujourd'hui de ce qu'on appelle, nous, fiscalement, des non-résidents, donc le résident fiscal suisse, qui va venir investir sur France pour du locatif, d'accord, pour des raisons évidentes de prix. On a une problématique avec les banques françaises à financer cette typologie de clientèle. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi ou du comment. C'est par rapport à la notion de risque, par rapport par rapport à la saisibilité des salaires. Donc, aujourd'hui, oui, il y a une solution. On a, nous, une solution pour financer le non-résident, d'accord, fiscalement sur Suisse, qui veut venir faire du locatif sur France. Donc, ça, c'est tout à fait possible. On le fait sur des conditions qui sont particulières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre dans le détail ou pas du financement, David?
Pourquoi pas, oui. Je On sais peut pas ce donner que des ça. grandes lignes. Oui, On peut donner les grandes lignes. Voilà. Bon, les grandes lignes aujourd'hui vont être les suivantes. On parle de 30% d'apport net, d'accord, comme on est sur du locatif hors deuxième pilier, bien évidemment. Alors, apport net, ça veut dire qu'on paye les frais de notaire et on apporte 30% de la valeur du bien en plus. Voilà, c'est exactement ça. Et ensuite, on va avoir un système de financement suisse avec 2 lignes de crédit. Donc, une qui va être amortissable en fonction du risque que la banque va prendre, et puis l'autre qui va être sur du crédit 10 ans renouvelable. Voilà, comme un crédit suisse, en fait, c'est un crédit suisse. Donc, pour répondre à la question, oui, on a une possibilité de faire ce type de financement. Merci, merci David. Alors, Jennifer qui nous demande comment bien choisir son assurance pour l'emprunt hypothécaire. Alors moi, je vais répondre à cette question-là parce que David fait les premières. Alors, l'assurance emprunteur, effectivement, c'est une grande question aujourd'hui parce qu'on a des taux d'emprunt qui sont quand même relativement bas. Donc, c'est ce qui va peut-être coûter assez cher quand on fait un prêt, mais c'est nécessaire, c'est obligatoire de toute façon. C'est important parce que ça va vous couvrir en cas d'accident, maladie, donc ça va être l'arrêt de travail, l'invalidité. Il y a ce qu'on appelle la perte totale et irréversible d'autonomie. Donc, là, on rentre dans des sujets pas très rigolos, mais il faut y penser quand même. Ça veut dire qu'on est alité, on a besoin de soins au quotidien, d'une tierce personne pour nous laver, nous habiller, nous nourrir. Et il y a la garantie d'essai. Donc, tout ça, c'est obligatoire aujourd'hui à être couvert pour ces risques-là. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que on est sur une région où on va être dans la contrepartie la plupart du temps avec les banques. S'il y a le prêt, souvent, il peut y avoir la souscription d'assurance de prêt auprès de la banque. C'est une négociation qui est à faire. Après, c'est à voir s'il y a des spécificités à obtenir, comme par exemple, on peut faire un prêt en francs suisses et vouloir être couvert en francs suisses pour le risque. Donc, voilà, des choses comme ça. Après, il y a aussi le questionnaire de santé qui rentre toujours en ligne de compte. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il faut couvrir un risque particulier à ce moment-là? Est-ce qu'il faut partir sur une compagnie particulière? Tout ça, c'est individuel. Voilà. Voilà ce que je dirais moi sur l'assurance de prêt. Je ne sais pas s'il y a encore des choses à rajouter. Après, c'est des détails techniques. Vous avez des assurances en cas d'invalidité ou d'incapacité qui vous remboursent en indemnitaire. C'est-à-dire vous perdez 50% de vos revenus, eh bien vous êtes indemnisé à hauteur de 50% d'échéance de prêt. Et puis vous avez des assurances qui sont forfaitaires. Donc c'est-à-dire que vous perdez 50% de vos revenus, mais l'assurance prend en charge la totalité du remboursement d'échéance. Donc ça, c'est des détails sur lesquels il faut faire extrêmement attention, bien évidemment. Plus les couvertures au franc suisse. Voilà. Donc après, vous avez des prêts en CHF, l'assurance couvre en CHF, vous avez des prêts en CHF, mais l'assurance vous couvre en euros. Donc ça, ce sont des détails dans lesquels on rentre effectivement lorsqu'on monte le dossier de financement. Juste une précision, je m'excuse pour le nom de la personne, elle a parlé de crédit hypothécaire, on est bien d'accord, on parle de crédit sur France. Puisque l'assurance est obligatoire sur France, l'assurance emprunteur est obligatoire sur France, mais pas sur Suisse. Oui, je pensais bien le préciser, mais okay. J'espère que c'est clair, mais en tout cas, j'ai essayé de l'être le plus possible. On avait, alors pour ceux que ça intéresse, si jamais on a un replay d'un webinar de la semaine, il y a 2 semaines en fait, qu'on a fait justement sur la même thématique, mais pour la Suisse. Si jamais ça vous intéresse, je vous l'enverrai. Mais là, on parle bien vraiment d'un financement en France. Okay. Oui, mais je pense que tu as raison de préciser, David. Merci. Alors moi, je me permettrais juste de rajouter un petit truc, même si c'est pas ma spécialité, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que compte tenu en fait du niveau de taux qui sont quand même relativement bas, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que les établissements font aussi quelque part un peu leur argent aussi avec ces assurances de prêt, et que finalement l'enjeu il se trouve plus au niveau de l'assurance du prêt et de son choix plutôt que le taux finalement. Non. Oui, aujourd'hui, le prêt, c'est un produit d'appel. Ça fait venir le client. Et puis, c'est très intéressant. On a vraiment des taux qui sont très bas. Si on peut acheter aujourd'hui, c'est une très belle occasion. Après, les banques, effectivement, elles ont des taux tellement bas qu'elles ont besoin de fabriquer du PIB sur autre chose. Donc, elles vont prendre l'assurance emprunteur. Elles vont demander très souvent l'assurance habitation. Elles vont essayer de voir peut-être d'autres contrats d'assurance qui concernent les biens aussi. Il peut y avoir des placements, livret A, assurance vie, des choses comme ça qui peuvent suivre l'obtention du prêt avec des contreparties. Et du coup,
Pardon, du coup. Non, alors par contre, Jennifer, vous étiez peut-être pas là quand j'ai dit, mais en fait, posez votre question, s'il vous plaît, alors, c'est peut-être pas Jennifer d'ailleurs, mais je sais pas qui parle. Posez votre question en fait dans la zone discutez, s'il vous plaît. C'est plus simple. Sinon, si on se met tous à parler, ça va être compliqué. Si vous êtes d'accord. Merci. Merci. Alors, j'ai une question. Oui, une question en fait. Est-ce que la nationalité pour l'obtention du prêt peut jouer? Parce que là, j'ai une question qui me demande. C'est Hakim qui me dit voilà, si j'ai pas la nationalité française, en gros, est-ce que ça marche quand même? Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Pas de problématique par rapport à ça. Ok. Thierry nous demande s'il est plus facile d'emprunter pour une résidence secondaire. Une résidence principale? Oui, j'imagine. Ou locative. Non, alors, a priori, la question c'est est-ce que c'est plus facile d'emprunter pour une résidence secondaire? Il faut savoir, si vous voulez, soit la personne fiscalement est domiciliée sur Suisse et bien acheter une résidence secondaire en France, soit la personne est domiciliée fiscalement sur France, déjà propriétaire et va acheter une résidence secondaire, soit la personne est locative sur France, va acheter une résidence secondaire. Donc, est-ce qu'on peut préciser en fait le statut? Il faudrait préciser la question. Ok, alors voilà, donc j'invite Hakim à préciser sa question. Voilà. Comme ça, on arrive Parce qu'en fonction de la situation fiscale et de la situation personnelle, ça va être plus ou moins compliqué. Comprenez? Ouais. Alors, une question de Nicolas qui s'excuse pour son français. Mais Nicolas, vous avez écrit très correctement, donc bravo. Alors, avec un salaire en francs suisses, un taux de change inférieur à 1,10, certaines banques françaises proposent des prêts en euros. Personnellement, je pense qu'il y a trop de risques sur 15-20 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense je suppose que Nicolas, vous parlez de l'évolution du franc suisse. Je suppose que c'est ça. Ouais, il doit parler de la garantie de change, je pense. Oui. C'est pour ça, à mon avis, il doit parler de la garantie de change lorsqu'on fait le financement. Je ne sais pas si tu veux répondre, Sophie, ou... Bah vas-y, c'est bien parti. Je commencerai. En fait, si vous voulez, et c'est là où c'est extrêmement important, c'est lorsqu'on fait le calcul. S'il faut bien comprendre, si aujourd'hui vous revendez votre bien dans les 5 à 10 ans, votre capital amorti, que vous ayez fait un prêt en francs suisses ou en euros, est quasiment le même. Donc, le risque de change est très, très faible en cas de revente dans 10 ans. Donc, la question se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des 10 ans, à voir si vous voulez faire un prêt en francs suisses ou pas. En deçà, on préconise quand même, après ça dépend de ce que veut faire le client, mais si c'est pour revendre, moi je préconiserais de l'euro en dessous des 10 ans. Ça, c'est clair. Voilà. La variation de change, elle est faible. Le capital amorti est très faible au-delà des 10 ans, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était ça? Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, moi, j'ai compris ça. Ouais. Très bien. Alors, une question. Je pense que Charlie nous demande, en tant que résident suisse qui investit dans du locatif en France, quelle est la politique d'imposition? Alors, on se reparle dans 4 heures. Moi, je peux peut-être vous donner un élément pour ça. En fait, en gros, si vous êtes en Suisse et que vous investissez dans un bien immobilier à l'étranger, vous avez l'obligation de déclarer en fait sur la partie fortune ce bien. En tout cas, la partie du bien qui n'appartient pas à la banque, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire payer un impôt sur la fortune sur la part, en tout cas détenue par la banque pour le prêt, évidemment, mais en tout cas pour la part que vous avez vraiment acquise. Voilà, simplement, il faut vraiment bien le déclarer parce qu'en plus aujourd'hui, il y a donc notamment entre la Suisse et les pays de l'Union européenne, donc la déclaration des échanges en fait au niveau fiscal de la fiscalité qui laisse aucune chance en fait à ce type d'errance, hein, parce que parfois on oublie juste de déclarer un ou 2 immeubles. Bon, je plaisante. Alors, autre question. Est-ce possible question très intéressante. Bonjour. Est-ce qu'il est encore possible de faire un emprunt pour un achat de résidence locatif en France à 58 ans? Je suis frontalier. Quid de l'assurance? Je compte prendre ma retraite avant 65 ans. Merci. Merci, Raton. Oui, donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a des solutions de financement. Quand on est résident suisse et qu'on souhaite faire de l'investissement locatif en France. Après, faut remplir certains critères. Là, il faut voir par rapport à la durée qui resterait avant la prise de la retraite, si c'est le choix de stopper le prêt au moment de la prise de la retraite, hein, si j'ai compris la question. Si ça rentre dans les critères d'endettement, et puis si l'apport qui est demandé, qui est exigé pour cette solution-là peut être fait, quoi. Mais sinon, oui.
Ok, merci Sophie. Peut-être juste pour tous ceux, j'ai une question là notamment. Vous aurez le replay, hein, bien sûr, de la. Alors partez pas, mais vous aurez le replay. Thierry, alors attendez, je déroule les questions. Connaissez-vous des banques qui prêteraient pour une résidence secondaire en Belgique, et sachant que la personne est résident en Suisse? C'est François qui nous pose la question. Non. Alors, peut-être pas passer par une banque française, hein. Peut-être s'adresser directement à une banque en Belgique. On n'a pas aujourd'hui les contacts pour financer. Une banque française qui ne voit pas l'intérêt de la banque, en fait. Donc, je ne sais pas. Après, on peut se renseigner, mais ça là-dessus. Okay. Pas la connaissance. Il existait effectivement une époque où on travaillait, on avait des partenariats, mais c'était assez compliqué avec des banques allemandes. Je crois que c'était une banque allemande qui finançait au niveau de l'Europe, mais c'était assez compliqué au niveau des conditions, quoi. Donc depuis, c'est vrai qu'on n'a pas reconduit ces partenariats-là. On ne peut pas répondre à la question. En tout cas, nous, aujourd'hui, on n'a pas les partenaires pour financer en Belgique. En tout cas. Bon, merci. Est-il possible d'investir en SCI à l'IS? Oui. Soit oui. C'est possible. À l'IS ou à l'IR, ouais, c'est possible. Mais après, il faut bien prendre en compte l'impact que ça a d'investir à l'IS, hein, en fait. Hein. Oui, il n'y a pas de raison. Pourquoi ce serait pas possible? Mais c'est pour la résidence principale? C'est pour du locatif? Je sais pas, j'ai pas de détails. C'est Alban qui nous pose sa question. Du coup, je passe parce qu'on a beaucoup de questions. En réalité, voilà. Okay. Il me semble qu'il y a des franchises sur les assurances de couverture de perte de salaire. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ah oui, les premiers mois, normalement, les 4 premiers mois de perte de salaire. Enfin, là, on parle d'assurance chômage, hein, de perte d'emploi. Quand on perd son emploi, les 4 premiers mois ne sont pas pris en charge. Après, c'est 50% de la mensualité qui est pris en charge par l'assurance, maximum 1 an. Après, c'est renouvelable, mais voilà. Merci Sophie pour les conditions. Question de Sébastien qui nous dit, voilà, je suis frontalier résident en France. Pour un achat immobilier, est-il préférable de prendre son prêt en Suisse, puisque le salaire est suisse, ou bien via une banque française, puisque c'est un achat en France? Alors, je permets juste de répondre sur la première partie. Il y a en général aucune banque en fait en Suisse qui vous prêtera pour un investissement en France. C'est assez rare, si vous êtes frontalier en tout cas. Aucune banque suisse, hein, j'entends. Donc la question se pose même plus, c'est-à-dire que c'est obligatoirement vers une banque française que vous devrez faire le financement de votre bien. J'ai bien répondu? Oui, tout à fait. J'ai tout bon? Et les conditions pour l'instant sont plus souples en France que les banques suisses. De toute façon. De toute façon. Ouais. Après, là, pour moi, on mélange 2 choses. C'est l'obtention d'un prêt en euros ou d'un prêt en francs suisses. Oui. Un prêt en euros ou un prêt en francs suisses peut être fait par une banque en France. Ça, elles savent tout à fait le faire. Elle sont capables d'aller acheter du franc suisse et de faire un prêt en franc suisse pour une personne qui reçoit du franc suisse en rémunération. Ça n'a pas de rapport. Après, on est vraiment sur 2 cultures de prêts différentes. En Suisse, on va avoir un prêt qui peut durer vraiment très longtemps, qui peut peut-être même être transmissible, parce qu'en échange, il y a certaines exonérations de taxes. En France, c'est pas du tout la même culture de prêt. En France, il n'y a pas d'exonération de taxes parce qu'on a un crédit. Hein, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. On a le crédit, on a la taxe foncière, la taxe d'habitation, c'est pas lié. Donc, maximum, c'est 25 ans. De toute façon, ce serait dans la culture du prêt pas intéressant d'avoir un crédit qui dure 50 ans, étant donné qu'on ne défiscalise rien à côté grâce à... Enfin, je ne parle pas de locatif avec des conditions particulières, mais en soi, ça ne nous permet pas d'économiser quoi que ce soit parce qu'on a un crédit, par exemple, sur la résidence principale. Merci Sophie. Alors, on a encore 24 questions à dérouler. J'espère qu'on va y arriver. En tant que travailleur frontalier au regard de la banque, le CDI suisse est-il équivalent au contrat de durée indéterminée français? Première question, deuxième question, peut-on dépasser les 35% de taux d'endettement? Tu réponds à la première et je réponds à la seconde. Ok, alors, le CDI suisse, oui, il est équivalent au CDI français. Après, on sait qu'il y a peut-être moins de sécurité à garder un CDI en Suisse qu'à garder un CDI en France, parce que c'est peut-être plus facile de se faire licencier, hein, du côté suisse.
mais pour autant, c'est quand même considéré comme un CDI. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Éventuellement, les banques vont plus regarder l'ancienneté aujourd'hui. Faudrait quand même qu'on ait 6 mois, 1 an d'ancienneté sur un CDI en Suisse en tant que frontalier pour qu'on s'assure l'analyse positive du dossier. Voilà. Plus court en ancienneté, ça va commencer à être un peu compliqué avec les banques. Merci Sophie. Du coup, ça répond aussi à la question que Valérie avait posée. Il y a plusieurs questions qui ont été posées dans ce sens-là. La deuxième partie de la question, David ? Pour les 35%, donc actuellement, tout le monde a, depuis le 1er janvier 2020, tout le monde a entendu parler du Haut Conseil de stabilité financière. C'est un organisme qui fait des préconisations au niveau des banques. Bien que ce soit que des préconisations, les banques les respectent. Donc ces préconisations aujourd'hui, c'est quoi ? Or, je fais des généralités, qu'on soit bien d'accord. C'est 25 ans maximum de durée de crédit, c'est 35% d'endettement maximum et c'est l'apport des frais. D'accord ? Donc aujourd'hui, il est très très difficile de dépasser ces 25%, même si les banques ont certaines marges en interne. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ACPR, c'est un organisme de contrôle qui contrôle les banques, puis les courtiers, commence à mettre le nez dedans, en fait. Voilà, donc il y a un contrôle auprès des banques, donc on ne dépasse plus ces 33%, ces 35%. Dans certains établissements bancaires, on va encore un petit peu plus loin, on ne dépasse pas les 33%. Voyez, donc aujourd'hui, il est très difficile, notamment pour ceux qui veulent faire du locatif, d'aller au-delà de ce taux d'endettement. Et oui, aujourd'hui, ça pose un problème à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Merci David. Pour un résident suisse, question de Lucien. Pour un résident suisse, est-ce qu'il y a une imposition du locatif également en France ou uniquement en Suisse ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je ne suis pas spécialiste de la fiscalité. Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je dois pouvoir répondre. Pardon. Ouais, non, mais j'allais dire que la fiscalité dans le pays d'origine, elle est sur Suisse. S'il y a un revenu sur France. Non, alors là, il y a des revenus locatifs. Ouais, s'il y a des revenus locatifs, normalement, tu les payes en France. Bah oui. Ils sont payés en France. En revanche, là, l'imposition se fait aussi sur la fortune, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la partie en fait réellement amortie du bien. Il y a une double déclaration, en fait. Ouais, il y a une déclaration à faire, voilà. Mais par contre, effectivement, pour moi, le revenu locatif est payé en France, dans ce cas-là. Alors, Colin, avec des revenus en francs suisses, que pensez-vous de faire un prêt en euros et un prêt en francs suisses pour permettre une répartition du risque et une possibilité d'arbitrage en remboursement ? Bonne question. Pourquoi pas, ouais. Ça serait de moins en moins. Ouais. Avant, on le faisait parce qu'il y avait vraiment une différence de taux d'emprunt en plus. Donc, c'est vrai que ça permettait de temporiser un petit peu le taux euro qui pouvait être plus élevé que le taux CHF. Pour ma part, moi, de mon côté, j'ai très peu ces demandes-là. Mais on peut tout à fait envisager un mix euro-franc suisse pour éviter effectivement un certain risque de change par rapport au franc suisse. Après, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi la personne veut faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des taux qui sont tellement bas. Alors, on peut rentrer un peu dans le détail technique. Si vous faites un prêt euro, d'accord, vous avez une modularité des échéances qui est tout à fait possible, jusqu'à plus 20 ou plus 30% en fonction des banques. Aujourd'hui, lorsque vous avez des taux sur 25 ans, des taux négociés ou pas négociés, qui sont de 1%, de 1,05, de 1,10, si on peut garder son crédit, c'est peut-être mieux à ce moment-là et puis de placer son argent après. Vous voyez, donc la mixité se fait. Est-ce qu'aujourd'hui, comme dit Sophie, il n'y a pas vraiment de différence de taux et les taux sont bas? Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Alors ça, c'est encore autre chose, ça par contre. Sauf si vous ne voulez pas entendre parler de crédit. Ouais, et on solde tout. Ou ça peut être pour se rassurer, avoir une partie en euros, si on ne sait jamais, au cas où il y a quelque chose, un problème avec le franc suisse. Mais ça fait, on peut se faire pour limiter le risque. Sachant qu'aujourd'hui, le taux de change est relativement bas et puis il ne bouge pas beaucoup actuellement. Oui, c'est ce qu'on disait aussi quand il y a eu la fin du taux plancher, David. Oui, c'est ça. Ah ouais. Non, mais aujourd'hui, on est sur des garanties de change qui sont quand même relativement faibles. Non, je te taquine, mais… Je sais. Ok. Ok. Bruno… Après, on peut parler que d'aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va être demain, c'est sûr. Alors moi, je vais être un peu, je vais lancer un pavé dans la mare. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé avec David et Sophie, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que la sécurité voudrait qu'aujourd'hui, en tout cas de manière générale, un frontalier finance son bien principalement dans une devise qui est la devise de valorisation du bien. Donc, en l'occurrence, là, ce serait de l'euro. Maintenant, effectivement, ce qu'a dit David est complètement juste, parce que si on regarde en arrière, il a raison.
Mais c'est vrai que la sécurité totale, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous jouez, il n'y a aucun risque de change. Vous êtes très faible, en fait. Enfin, bon, ça, c'est mon avis. Et on peut s'assurer une plus-value au cas où. Voilà, c'est sûr que. Ou alors, ouais, si non, on transforme après en locatif le bien, qu'il y a des revenus qui arrivent en euros, il n'y a pas de risque de change par rapport à une mensualité qu'on aurait en francs suisses. Oui, tout à fait. Bon, mais voilà, après, ça, c'est un vrai débat, un vrai sujet, et je n'interférerai pas dans l'expertise. Après, ça dépend tellement des gens, et il peut y avoir beaucoup de situations, ça dépend du métier, etc. Bruno nous pose la question, voilà, j'ai plus de 65 ans, je suis résident suisse permis C, médecin spécialiste indépendant, je paye tous mes impôts en Suisse. Est-ce que vous connaîtriez un ou plusieurs contacts qui me prêteraient pour 60 à 80% du montant de l'achat immobilier prévu en France pour investissement locatif? Merci d'avance de votre réponse. Prenez contact avec moi. C'est ça, c'est compliqué de répondre là comme ça. Faut qu'on étudie la situation totale de la personne, quoi. Oui, alors si par exemple vous avez du patrimoine immobilier, je ne sais pas si vous en avez sur Suisse, auquel cas on peut faire ce qu'on appelle du crédit hypothécaire par rapport à la marge que l'on a. Aujourd'hui, si vous avez un patrimoine estimé à 500 000, 600 000, 700 000, je vous parle en francs, et net de biens, on peut vous dégager avec 300, 350 000. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible si vous avez du patrimoine. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de patrimoine, c'est toujours pareil. On va partir sur un apport net relativement important, et puis ensuite, on va juger au niveau du risque et l'évaluation de votre retraite. Ouais, voilà, dans un cas comme ça, il faut vraiment, vraiment avoir la personne et les détails, je pense, pour pouvoir se positionner. Mais en tout cas, c'est pas un non ferme. Je pense que c'est aussi ce que Bruno. C'est pas un non ferme. C'est pas un non ferme. Ce que Bruno souhaite, j'imagine. Merci David. Alors, question de Nicolas. Quelle banque française prête aux non-résidents, donc résidents suisses de nationalité française? Merci. Là-dessus, elle bloque. Enfin, après, ça dépend pourquoi. Si on vient pour de la résidence principale, alors il y a certaines banques qui commencent effectivement à fermer un peu l'entonnoir des non-résidents, où ça dépend déjà quel est le projet, ça dépend de l'apport, ça dépend de la profession, ça va dépendre de beaucoup de choses. On a des solutions, mais c'est un peu comme la question juste avant. Il faut qu'on regarde aussi chaque cas individuellement pour savoir vers laquelle on va pouvoir aller. Après, il y a des banques qui sont vraiment spécifiques à l'investissement immobilier en France, qui n'ont peut-être pas sur des non-résidents, c'est sûr, mais c'est peut-être pas non plus ce qui s'adaptera au profil de la personne. C'est peut-être pas ce genre de banque-là qui conviendrait. Je me permets. Pardon, vas-y David, je t'en prie. Non, juste pour répondre et pour compléter ce que dit Sophie, le robinet n'est pas fermé pour les non-résidents qui viennent s'installer en France. Aujourd'hui, on travaille avec 5 ou 6 établissements bancaires qui financent le non-résident qui vient s'installer en France. On le fait régulièrement. Après, comme dit Sophie, ça va dépendre des conditions. Moi, j'ai quand même un point peut-être à dire, c'est que, et vous le direz pas vous, mais moi je vais vous le dire pour vous, c'est qu'en fait c'est aussi une des forces en fait d'un courtier parce que en fonction de votre situation, le courtier en fait va être capable de vous orienter vers la banque qui va vous donner le plus de chances d'avoir le prêt en fait. Et ils connaissent leurs critères, ils connaissent ce qu'elles aiment pas, donc c'est aussi ça l'intérêt à mon avis, d'aller tout à fait. Moi, c'est une vers des gens comme chez vous. Oui, ça fait partie du réseau, quoi, clairement. Ouais, tout à fait. Mais le robinet n'est pas fermé. On finance le non-résident qui vient s'installer en France régulièrement. Autre question. Je suis français, résident suisse, non frontalier, 30 ans, marié, CDI suisse. On a presque tout là. Il a presque envoyé tous les justificatifs de salaire. Nicolas, je me moque de vous gentiment. Voilà, CDI suisse depuis plusieurs années pour les deux. Je souhaite faire un investissement locatif en France. Attendez, il y a trop de questions. Autour de Nice. J'ai compris, 30% de fonds propres, assurance possible, 25 ans. Je souhaite faire un emprunt en euros dans une banque française. Vers quelle banque se tourner une fois le bien prouvé? Quel piège? Pour gérer le locatif, c'est ça la question? Ouais. Pour gérer les revenus locatifs? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, ok. Ouais. C'est une bonne question. J'ai pas compris la question en fait. Alors il y a deux questions. Vers quelle banque? En fait, il y a deux questions. Donc, vers quelle banque se tourner une fois que le bien est trouvé? Donc là, moi, j'aurais tendance à dire, allez voir David et Sophie. Quels pièges ou autres critères sont à prendre en compte pour l'opération? Voilà.
Ok, oui, bon, l'analyse pour le projet, pour obtenir le financement, oui, ça, on peut intervenir. Bien sûr. Après, si c'est trouver une banque pour gérer la réception d'un loyer sur Nice, soit on fera avec la banque qui aura fait le financement, soit il y aura peut-être une autre banque qui pourra gérer la réception du loyer. Mais ça, c'est vraiment deux choses différentes. Ou alors, est-ce que vous entendez par piège avant d'acheter? Est-ce que c'est le bien en lui-même? Est-ce que c'est la localisation? Je ne sais pas. Je ne vois pas les pièges, en fait. Ouais, moi non plus. Alors, merci de. Alors, je crois que voilà, je sais qui. Ça y est. De toute façon, on fera toujours au mieux pour pouvoir répondre aux conditions d'octroi de prêt. Donc, on fait toujours une première analyse avec le client qui souhaite nous rencontrer. Voilà, on fait une première analyse, un premier entretien. On explique tout ce qui peut convenir à l'obtention du financement, tout ce qui peut être à améliorer pour obtenir ce financement. Et on travaille aussi en collaboration avec le client et avec la banque pour mettre en place ces critères-là et obtenir le financement. Si c'est pas possible aujourd'hui, ce sera peut-être possible dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. On fera en sorte de mettre tous les atouts possibles en œuvre pour qu'on puisse obtenir un financement. Après, si on est face à un refus, on expliquera pourquoi. Merci Sophie. Une question de MGL. Alors, en tant que frontalier résident fiscal en France, quels avantages spécifiques peut-on négocier auprès d'une banque française versus une situation salariale en France? Pour la résidence principale, première question, et pour l'investissement locatif. Qu'est-ce qui est négociable en fait? Effectivement, c'est une bonne question. Et c'est quoi qui est négociable? Est-ce qu'on peut négocier avec une banque? Est-ce qu'on peut négocier avec vous? Et est-ce qu'on peut négocier avec une banque? Oui. Aujourd'hui, les points importants qui sont… alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que disait Sophie tout à l'heure, c'est que les taux aujourd'hui sont quand même relativement bas, même si on a des marges encore importantes par rapport à certaines banques. D'accord? Il n'est pas rare de trouver 0,20, 0,30 points encore de différence en fonction des banques. Ce qui est vraiment important, vous avez dans un premier temps l'assurance emprunteur. D'accord? Néanmoins, négocier l'assurance emprunteur, vous pouvez prendre ce qu'on appelle des délégations d'assurance, ça c'est tout à fait possible. Après, là aussi, on attire votre attention sur les garanties de ces assurances. C'est-à-dire que négocier pour aller chercher du pas cher, ça existe, vous pouvez en trouver sur Internet ou ailleurs. Et puis derrière, vous avez 0 garantie, vous n'êtes pas en forfaitaire, vous n'êtes pas comment couvert pour les problèmes de dos uniquement sur l'ambulatoire ou les problèmes psychomoteurs. Donc déjà, il y a l'assurance qu'on peut négocier auprès de la banque. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les IRA, les indemnités de remboursement anticipé. On l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on a toujours tout intérêt aujourd'hui à renégocier son prêt? Et puis après, tout ce qui est classique, frais de dossier. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de trouver un accompagnement auprès d'un partenaire bancaire qui aujourd'hui va pouvoir vous suivre dans vos projets. Voilà. À mon sens, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, tu parles de fidélité là, David? Oui, exactement. Tout à fait. Okay. Tu veux dire que donc ça, c'est un point qui est devenu de plus en plus important pour les banques? Aujourd'hui, ce que recherche, ce que l'on voit, nous, ce que recherchent les clients, c'est un partenaire bancaire qui connaît bien le marché de l'immobilier, qui est capable d'accompagner les clients. Donc ça, c'est important. D'accord? Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Toujours aller chercher le moins cher. Bon, ok, on voit son intérêt, mais si c'est pour prendre du moins cher, pour que votre chargé clientèle change toutes les 2 semaines, et puis que derrière plus personne ne vous suive, est-ce que c'est un intérêt? Je suis pas convaincu non plus, quoi. D'accord? Je pense qu'il faut trouver quelque chose, un juste milieu où le client se retrouve, le client est content, le banquier est content, nous on est content, on a fait un accompagnement, voilà. Et puis après on est dans ce suivi-là. Mais aujourd'hui, oui, il y a encore des points à négocier auprès des banques, ça c'est évident. Alors, juste, je me permets une précision. Donc, la délégation d'assurance, il y a 2 choses en fait. Donc, quand on va voir une banque, elle va vous calculer le crédit avec le taux, et elle va vous proposer son contrat groupe. D'accord? Un contrat groupe, c'est-à-dire que c'est le contrat qui a été créé par l'établissement bancaire, qui est calculé sur les risques de tous les assurés. En fait, c'est pas un contrat individuel. D'accord? Donc, c'est un taux qui s'applique sur le montant qui est à emprunter. Il vous calcule une cotisation, vous la payez tous les mois. Après, on peut demander effectivement une délégation d'assurance. Il y a certaines banques qui ne sont pas fermées à ça. Une délégation, c'est-à-dire qu'on prend le contrat d'assurance emprunteur
à l'extérieur de l'établissement bancaire dans une compagnie indépendante, à la banque, hein, qui ne fait pas partie de cette banque-là. Alors, il y a des bons contrats quand même qui existent. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de la banque que ce sont de mauvais contrats. De toute façon, on ne peut prendre un contrat à l'extérieur que s'il répond aux exigences de la banque. Voilà. Donc, les compagnies d'assurance ont travaillé aussi le sujet pour avoir de bonnes garanties. Pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Et c'est toujours pareil. Ça, c'est des contrats qui vont être individuels. Donc, ça va correspondre à la personne à ce moment-là qui va souscrire. Selon la situation, selon l'âge, selon l'état de santé, ça peut être intéressant. Et à contrario, ça peut ne pas l'être aussi. Donc, de toute façon, ça, c'est des choses qui sont étudiées. Par rapport à la question, je crois que la question était quelles étaient les différences, qu'est-ce qu'on pouvait négocier auprès d'une banque si on est frontalier oui, on est parti un peu loin. Ouais, au lieu de travailler sur France. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les banques regardent à la loupe les trains de vie des frontaliers, en fait. Voilà, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez avoir des revenus qui sont plutôt confortables que la banque va vous prêter plus facilement. Hein. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec nos clients sur l'état des relevés de compte. Oui. C'est très important. De toute façon, la banque, elle ne vous connaît pas. Donc, pour arriver à comprendre, la seule relation qu'elle va avoir avec vous, c'est la relation bancaire. Donc, pour arriver à comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, les pièces principales qu'elles vont étudier, bon, même s'il y en a plusieurs, hein, mais les plus importantes, ça va être vos relevés de compte. Donc, ça, c'est vraiment très important qu'on prenne en amont ensemble l'étude de vos relevés de compte et avoir effectivement le comportement, s'il y a du découvert, s'il y a des préconsos, s'il y a des 10 fois paiements sans frais sans arrêt ou à l'inverse, est-ce que c'est un comportement épargnant? Est-ce que on arrive à ne pas avoir de découvert, à gérer les virements de salaire tous les mois entre le compte en CHF et puis le compte en euros? C'est aussi important. Merci Sophie. Une question, alors on n'en a plus beaucoup, mais posée, il nous reste 5 minutes, en boucle dans 5 minutes. Je suis français, résident suisse et j'ai 59 ans et un emprunt euro sur une banque française pour mon ancienne résidence principale. Est-il possible et intéressant de faire un rachat de prêt pour profiter des taux actuels en passant sur une autre banque française? À étudier. En fait, si vous voulez, pour avoir un gain, ce qui est important de voir déjà, c'est la durée restante. Plus vous avez amorti votre bien, moins vous payez d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un rachat de prêt, si vous êtes sur les 5 dernières années, les 6 ou les 8 dernières années, lorsqu'on fait un rachat de prêt, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va refaire un dossier de prêt immobilier. Il y a reprise de garantie, c'est-à-dire reprise de frais de dossier, et surtout, on va reprendre des assurances. Si vous avez monté votre dossier il y a à peu près 15 ans, vous aviez 15 ans de moins, donc aujourd'hui avec 15 ans de plus, l'assurance va vous coûter plus cher. Vous êtes en fin de crédit, il ne vous reste plus beaucoup d'intérêt. Je ne suis pas convaincu de l'opération, mais ça se calcule par contre. Hein. Ça se calcule. Merci David. Alors, il y a une question qui intéressera quand même tout le monde, hein, de Thierry. C'est une question compliquée, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir répondre. Comment sont rémunérés vos conseils? Elle est dure celle-là. Hein. Ah non, non. Je laisse répondre Sophie. Merci. Non, mais il n'y a aucun problème. Donc, nous, notre rémunération, alors, il n'y a pas de réglementation légale sur la pratique d'honoraires ou pas concernant notre travail en tant que courtier. Hein. Donc, disons que la base classique, c'est pour l'instant encore une rémunération des banques. Et nous pratiquons aussi des honoraires auprès de nos clients par rapport au suivi et aux conseils que nous apportons. Alors, le premier entretien est sans engagement, hein, il n'y a pas de frais, il n'y a pas d'honoraires à payer. Lors du premier entretien, on explique justement, on ne va pas prendre le temps là parce que c'est assez long, le premier entretien, il dure 1h30 hein, au minimum. On explique justement tout le suivi, tout l'apport, la plus-value et le conseil qu'on va pouvoir amener aux clients jusqu'à ce qu'ils deviennent propriétaires. Donc, ça nous est même arrivé de suivre des personnes plusieurs mois, hein, voire plus d'une année. Et à ce moment-là, effectivement, il y a l'explicatif sur nos honoraires qui est donné.
Merci Sophie. Alors Nicolas, en fait, rebondit sur ma déclaration de tout à l'heure, où je conseillais de plutôt prendre des prêts en euros. Et il me dit simplement, je comprends pas en gros pourquoi je conseille ça, dans le sens où le taux de change aujourd'hui est plutôt avantageux. Et qu'il lui paraît difficile de faire plus intéressant que ce taux aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, Nicolas, c'est Nicolas, Nicolas, c'est que le taux aujourd'hui, il est ce qu'il est, mais dans 7 ans ou 15 ans, quand vous allez revendre, qu'est-ce qui peut se passer? Qui avait prévu en fait la fin du taux plancher? Qui avait prévu toutes ces choses-là? Personne. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je suis plutôt d'accord avec vous sur votre raisonnement. Je suis assez serein. Je suis même assez serein sur ce que dit David aussi. Il est vrai. Néanmoins, ce risque, en fait, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, parce que ce n'est pas vrai. Il existe réellement. Et du coup, on se retrouve en fait finalement, potentiellement, il y a eu des cas où on ne peut pas vendre son bien immobilier simplement parce que le taux de change fait que soit vous absorbez complètement l'amortissement, soit vous êtes en situation où vous perdez de l'argent carrément. Maintenant, c'est vrai que vu le taux aujourd'hui, moi, je me laisserais tenter personnellement si j'étais à votre place. Le taux est bas, le taux est bas, c'est évident. Vous avez d'autres paramètres aussi. Si aujourd'hui, alors je ne connais pas votre nationalité, je ne sais pas si vous êtes suisse d'origine, mais vous quittez la Suisse dans 10 ans, vous vous retrouvez avec un prêt en CHF. Vous partez à Londres, vous ne gagnez plus de CHF. Vous revenez sur France, vous n'avez plus de CHF. Et vous avez une dette en francs suisses. Et si vous devez demain louer ce bien-là, vous êtes sur le territoire français, la loi française s'impose, et donc c'est une location en euros. Vous pouvez avoir ce risque-là. À moins que vous soyez fonctionnaire de l'État de Genève, ou alors vous soyez suisse, et vous résidez sur Suisse dans notre métier, vous allez faire toute votre vie là-bas, pourquoi pas? Bien sûr. Merci David. Non mais voilà, je suis désolé. Alors moi je veux pas être rabat la joie, mais je crois que c'est important de préciser ça. Je pense qu'il n'y a pas de situation idéale et puis ça dépend surtout des gens. Il faut surtout simplement comprendre en fait où on met le doigt, c'est tout. Voilà. Et là je crois que c'est très bien expliqué. Je te remercie David. Et je suis désolé d'avoir été un petit peu lourd peut-être là-dessus, mais je pense que c'est pas mal. Non mais c'est important de prévenir les gens par rapport aux risques qu'ils peuvent prendre. Elle est une question un peu à côté, pas à côté, mais qui parle d'assurance d'habitation. Elle est souvent proposée par les banques et selon votre expérience, est-ce mieux de la conclure avec la banque ou de chercher de son côté? Ça peut peut-être faire partie de la négo, ça, non? Alors, je ne sais pas si tu veux répondre, Sophie. Non, vas-y. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce que Sophie disait tout à l'heure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les produits, les crédits immobiliers sont des produits d'appel. D'accord ? La banque doit gagner, c'est un commerce. La banque doit gagner quand même de l'argent. Donc elle le gagne comment? Elle le gagne sur l'assurance emprunteur, elle le gagne sur les packages, elle le gagne aussi notamment sur l'assurance habitation ou l'assurance ménage, suivant de quel côté de la frontière on se place et comment on prononce. Ça n'est pas, alors ça n'est pas parce que c'est une assurance proposée par la banque qu'elle est mauvaise. D'accord? Aujourd'hui, les assurances banques sont tout à fait concurrentielles au niveau prix et au niveau qualité et au niveau remboursement. Voilà, tout à fait. Donc, ça fera partie, si vous voulez, de votre projet immobilier. Ce sera englobé dans votre projet immobilier. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Après, comme tout contrat d'assurance de ce style, c'est des contrats d'1 an, alors renouvelables par tacite reconduction. Si le client souhaite résilier son contrat, il a 2 mois de préavis pour pouvoir résilier son contrat et changer s'il trouve que les garanties ne sont pas suffisantes ou que le tarif est trop élevé. Ou voilà. C'est pas un contrat d'assurance emprunteur qui est lié 25 ans à un prêt. L'assurance habitation, c'est quand même un petit peu plus souple. Heureusement. Merci Sophie. On va se quitter sur cette belle parole. Et alors, j'ai l'impression qu'on a couvert toutes les questions. Si on en a oublié, j'en suis désolé. Auquel cas, moi, je vous invite à prendre contact donc avec Sophie et David. Vous allez recevoir avec le replay leurs coordonnées, pas de souci. Alors, il y a encore des gens qui se connectent maintenant, mais ah bah oui, ouais. Mais ça nous fait plaisir en tout cas. C'est juste pour dire au revoir. Bienvenue. C'est pour dire au revoir. Mais merci à tous en tout cas merci pour à vos tous, questions. En tout cas, de nous avoir écoutés et posé des questions. J'espère qu'on a répondu à vos questions.
Écoutez, moi j'ai l'impression aussi. Merci à tous. Merci pour en tout cas vos questions. Merci pour David et puis Sophie aussi pour de vous être prêtés au jeu parce que c'est quand même pas forcément toujours très simple de répondre en direct. J'en suis tout à fait conscient. Même si on est des pros, et parfois il y a toujours des petites choses qui peuvent gratter. Mais là, ça s'est très bien passé. Bravo, merci à tous. Super, merci beaucoup. Merci. Et merci, au revoir. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.